Taximan est la vitrine d'un pays. On loue la brouette ou il me montre dans là, on loue la brouette. Demain, moi, monsieur, je me lance. Tant que tu n'agresses pas les gens, tant que tu n'as pas les trucs criminels, moi, mon frère, je me lance. Tout le monde dit que mais c'est que le genre de chauffeur qui est propre. Tu es en train d'aller à une fête. Papa, les taximans m'ont insulté. Je ne suis pas riche en billets de banque. Je suis riche humainement, madame. En réalité, moi, je ne suis pas fréquenté, mais ce qui est ici, là, laissez. S'il faut aller sur la tombe de mon père pour m'agenouiller devant sa tombe, pour demander les bénédictions chez lui, je vais aller demander. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens, disait un contemporain. Et le profil que nous recevons dans ce numéro de Right Myself l'illustre parfaitement. Il est chauffeur et c'est à bord de son taxi que nous effectuerons le voyage de son parcours. Attachez vos ceintures. Bonjour, Monsieur Beau Nestor, dit Chocho de la capitale. Et bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Mangue la fortune. Merci infiniment. Tout le plaisir est pour moi. C'est un honneur d'avoir une star. Vous êtes communément appelé le chauffeur des stars. Par conséquent, vous êtes vous aussi une star. C'est pas aussi seulement les stars que je porte aussi les gens même qui n'ont rien. Parce que toute chose qu'on essaie de faire dans la vie, d'exercer dans la vie, il faut le faire avec amour et passion. Il l'a si bien dit, tout ce qu'on décide de faire dans la vie, il faut le faire avec passion. Mesdames et messieurs, c'est avec passion qu'il a rédigé la lettre que je vous invite à regarder. Et moi, petit, tu n'étais pas prêt. Personne ne l'est quand la vie arrache un père des bras de son enfant. Je t'ai vu pleurer en silence. Je t'ai vu regarder maman courbée dans les champs, les mains abîmées, le dos fatigué, pendant que toi, tu enterrais déjà ton enfance. Tu pensais que c'était fini pour toi, que les rêves c'était pour les autres. Tu n'iras pas à l'école comme eux. Tu n'auras pas de cahier, pas de diplôme. Seulement la poussière des routes et le poids des responsabilités trop lourdes pour ton âge. Et pourtant, un jour, tu partiras, sans rien, sans repère, juste avec ton courage comme bagage. Yaoundé ne t'attendra pas. Elle te bousculera. Elle te testera. Elle te fera tomber. Tu pousseras une brouette jusqu'à en avoir les mains en feu. Tu porteras des charges jusqu'à ne plus sentir ton corps. Tu survivras plus que tu ne vivras. Mais écoute-moi bien. Chaque goutte de sueur, chaque humiliation, chaque nuit de doute était en train de te construire. Aujourd'hui, tu es debout. Mieux que ça, tu es respecté. Derrière ton volant, ce n'est pas qu'un taxi que tu conduis, c'est ton destin. Ceux que tu regardais de loin montent maintenant à bord et t'appellent par ton nom avec respect. Tu n'as peut-être pas eu d'école, mais la vie t'a formé à la dure et tu es devenu une référence. Alors ne pleure plus, petit. Serre les dents, avance. Parce qu'un jour, tu seras la preuve vivante que même les routes les plus dures mènent à quelque chose de grand. Avec toute ma tendresse, ton toi qui n'a jamais abandonné. De retour sur ce plateau et comme d'habitude avec beaucoup d'émotions. Alors, Monsieur Chocho de la capitale,
Pour mieux comprendre votre histoire, est-ce que vous pouvez nous faire un bref résumé de l'histoire derrière l'homme? Je suis un jeune Camerounais qui a arrêté peut-être l'école, qui a eu son CPE. Maintenant, j'ai continué jusqu'en 4e, mais je ne peux pas dire que j'ai eu un diplôme. Il n'y a que le CPE que j'ai eu. Ça veut dire que, en réalité, même, je n'ai pas fréquenté. Du tout, mon nom même, c'est Monsieur Beau Pierre Nestor, dit Tchotcho de la capitale. C'est le sobriquet. Mon papa est un notable à Balin parce que moi-même, je suis Balin Bafsam 2, donc dans la mi-fille. Et je suis né dans une concession de notabilité. Mon père était notable. Donc, il s'appelait Tassandion Ntin à Balin. D'accord. Donc, c'est un nom qui a plus de poids à la chifferie. Du coup, mon père n'a pas épousé une seule femme, mon père a épousé 16 femmes. Oh. Donc, du coup, pour moi, ce n'était pas facile aussi avec une femme, une concession de beaucoup d'enfants. Ma maman a fait 7 enfants. Il y a une qui est décédée en 2003. Et il reste 6. À partir de votre lettre, nous avons compris que vous avez perdu votre papa très jeune, ce Oui. qui a fait que vous ne puissiez pas... Tout à fait. Et j'ai perdu mon papa en 98. Déjà, j'étais à Kononinga parce que j'ai fait mes études de 93 en 98. De 93 en 98, j'étais à Kononinga. Donc, j'ai presque fait un petit parcours de l'école primaire, mais malheureusement, j'ai pas... je suis quitté quand j'étais au Koumouen 2. Quand j'ai perdu le papa en 98, je suis rentré donc à l'ouest, à Bafoussam, à Balin. C'était pas du tout facile pour moi parce que c'est le papa parfois qui payait la scolarité de tous les enfants dans la concession. Quand il est donc décédé, il fallait parfois aller faire les jobs, ce qu'on appelle les pambés. Tu connaissais les pambés? Non. Non, quand tu dis les pambés, c'est à l'ouest. Les gens qui ont grandi à l'ouest, en général, comprennent les pambés, c'est les jobs. Oh, ça veut dire que tu peux voir un champ qu'on dit qu'on défiche, tu peux voir un champ qu'on dit qu'on cultive, tu peux cultiver, par exemple, les ruquins, et on te paye ce qu'on peut te payer. Ça te permet d'aller payer ta scolarité avec ça que tu faisais. Et du tout, pour moi, c'était pas du tout facile à cette époque-là, parce que ma maman... Elle était cultivatrice, elle-même elle n'avait rien, puisque c'est le papa qui se battait pour qu'on puisse survivre. Et du coup, j'ai vu tout ce moment-là, c'était un peu plus compliqué pour moi. Parce que d'aller faire les jobs et venir payer la scolarité, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai arrêté et j'avais un ami qui était voisin à moi, qui s'appelait Kamdem Jury. Et lui, il était déjà à Yaoundé. D'accord. Et il venait de temps en temps à Balin, à Bafsam. Et quand il venait, il était toujours chaud, il était toujours bien habillé. Et tous les enfants, parce qu'on avait un clan d'amis, couraient derrière lui et tout. Mais moi, j'étais plus ami que des autres. Donc, ce qui fait en sorte que, à un moment donné, il est revenu en 2000. Et puis, je lui ai demandé, mon frère, moi, je ne fais rien au village, moi, j'ai arrêté l'école. Pourquoi ne pas qu'on puisse rentrer ensemble? Parce que moi, je n'y fais rien ici. Et il a souri, il a baissé sa tête. Il me dit, est-ce que tu vas supporter vraiment ce que j'ai fait à Yaoundé? Je lui ai posé la question que, mais tant que tu n'agresses pas les gens, tant que tu n'as pas les trucs criminels, moi, mon frère, je me lance. Il me dit, OK. Il a programmé le jour qu'il devait rentrer. Il m'a... Puis on est rentré à Yaoundé. Arrivé à Yaoundé ici, il vivait dans une chambre à Essos. Et à Essos, là, vous voyez la descente de Bilibi là. Parce que tout cet endroit-là, on louait une chambre là-bas, c'était à 7000. D'accord. Et cette chambre, quand il pleuvait, Il y avait inondation. il y avait inondation. Parfois, pour rentrer, même, il fallait enlever les chaussures et marcher dans l'eau avant d'aller là où on habitait. Et du tout, parfois, quand il pleuvait même beaucoup, parfois l'eau entrait. Donc, du coup, c'était pas facile.
On parle de quelle année là? Vous êtes arrivé Là, c'était en 2000. C'était en 2000. D'accord. J'étais pas comme aujourd'hui, j'étais encore tout très jeune. Oui, très, très. Je ne connaissais pas encore les couloirs comme aujourd'hui. Le dehors m'a fortifié, quoi. Donc, en fait, quand on est arrivé, il sort, il me laisse à la maison. Il part, il rentre le soir. Et il sort étant toujours chaud, hein. Il rentre le soir. Moi, j'ai passé toute la journée à la maison, on me demande que, mais, moi, je passe la journée à la maison pour faire quoi? Il faut que tu en parles. Quand même, on sort, quand même, tu montres ce que tu travailles. Il ne m'a pas dit ce qu'il travaillait. C'est quand on sort, on arrive, quand l'ancien marché était encore là où il y a la mosquée des sauces. Parce que le marché n'était pas encore là où... C'est là aujourd'hui le marché des sauces. C'était à la mosquée des sauces. L'immeuble d'Amougounoma, là, n'était pas là. Donc, tout ça, c'était le marché des sauces. On arrive, je vois, il se déshabille. On part dans un coin, il se déshabille, il enlève tous ses habits. Je vois, il met les pourris habits, bizarres. Je lui demande que mettre. Comment tu peux mettre... Il me dit que non, laisse, tu vas voir. Après, il dit que, mais tu fais dans quoi? Il dit que non. Moi, ce que je fais depuis que je suis quitté du village, que je suis ici, quand tu me vois, je viens étant au village chaud, c'est que quand les femmes font les achats, ou bien quand les femmes arrivent à l'entrée du marché, nous, on les accueille avec la brouette pour demander si on peut les accompagner faire les achats. Et j'ai marché dans la journée avec lui, j'ai vu comment il a guiché les clients, j'ai vu comment il prenait les clients et tout ce qui va avec. Je vois en soirée, parfois on leur donne les 50, parfois on leur donne les 100 francs, les 200. La cliente qui est contente donne 500. Mais je lui demande que mais tu loues la brouette, comme il dit 300. Je dis, mais donc c'est le travail que tu me parlais que est-ce que je veux supporter? Mon frère, on loue la brouette où? Il me montre dans là, on loue la brouette. Demain, moi-même, je me lance. C'est comme ça que je commence à accueillir les clients. En fait, j'ai appris à accueillir les clients et j'avais déjà les clients fixes. Parfois, les clients me donnent les 2000 selon. Et puis, je me suis rendu compte que la brouette ne porte pas si beaucoup. Pourquoi ne pas prendre le pouce qui porte plus bien que la brouette? C'est donc comme ça que j'ai loué la brouette à 700. Parce que le pouce à 700, parce que la brouette était à 300. 300 francs, oui. Et le pouce était à 700 la journée. C'est comme ça que j'ai loué le pouce. Quand j'ai loué le pouce, j'ai vu que ça passait plus. Parce que les gens qui venaient avec les ballots qui faisaient dans la friperie, ils venaient avec les ballots quand le taxi décharge là. Gars, on arrive là, on discute. Chacun sort son bec, comme on dit, la force. Pour dire que non, c'est moi qui porte. Donc, ça allait plus vite. J'ai eu un grand frère qui était déjà dans la moto, qui s'appelle Menzevilis Lebon. C'est mon grand frère consanguin. On est de même père, mais pas même mère dans la concession. Il exerçait déjà dans la moto, les 10 grands. Moi, j'ai déjà trop fait la brouette et tout. Il me dit que non, est-ce que tu ne peux pas avoir... tu as l'argent pour faire le permis? J'ai dit que j'ai l'argent, puisque c'est l'argent de pouce, la brouette, tout ce qui m'a permis de faire le permis A pour exercer le métier de moto-taxi. Oh, donc, je commence la moto en fin 2001, 2002. C'est donc comme ça que j'ai commencé avec la moto, comme mercenaire. Puis j'ai travaillé, après on m'a donné comme titulaire. Et ce même grand frère m'avait laissé dans la moto, il est allé dans le taxi. Non, moi je l'ai suivi. Et je lui dis grand merci aujourd'hui pour tout ce qu'il m'a fait. Parce que j'avais eu à perdre beaucoup de camarades sur la moto, les pieds coupés, les mains coupées, d'autres sont morts. Et du coup, c'était pas du tout facile. Tu vois, et j'ai trouvé qu'avec le taxi... Vous étiez plus en sécurité. Oui, ça va, mais je étais plus en sécurité. Donc, c'est donc comme ça qu'en 2004, je fais mon permis B. C'est l'agent de la moto qui me fait... Fait le permis. Permis B. Je suis allé à l'auto-école, j'ai fait le permis à l'auto-école. C'est d'époque au Aïmombo. C'est donc comme ça que, en 2004, je fais mon permis. J'obtiens mon permis 100%. Maintenant, il faut donc exercer le métier de taxi. Je n'ai pas de capacité. Il faut attendre 1 an pour faire le certificat de capacité qui te permet d'exercer le métier de taxi. C'est ça qui me freine. D'accord. Je reste encore sur la moto en attendant les 1 an. Quand 1 an est arrivé, je suis allé faire. Donc, en réalité, j'ai commencé le taxi en 2005.
D'accord. Après avoir enchaîné tous ces petits boulots-là, qu'est-ce que ça a forgé en vous? Quel est le caractère que les petits boulots, la débrouillardise et tout ça a forgé en vous? Moi, je pense que ça m'a cultivé et ça m'a rendu très fort. Et c'est pour ça que je dis à tous les jeunes qui me regardent, il faut travailler. Il n'y a que le travail qui paye. Parce que aujourd'hui, quand je suis même entré dans le taxi, je suis arrivé parce que j'étais mercenaire. Je suis arrivé dans les stations, je vois un papa, comment on vient le gronder, comment des pères sortent, parfois des... En fait, j'ai trouvé des papas, des grands frères, beaucoup de gens. Mais quand ils sortent de chez eux, Justement. pour aller au travail, je vois comment il a le sous-vêtement que j'ai ici, dedans l'habit, dedans ma tenue. Parfois, c'est plus blanc, c'est maintenant marron. Parfois, tu vois, il n'est pas rasé. Parfois, il a les sans confiance. Tu le vois, c'est comme si, à un moment donné, ils sont comme un, excuse-moi, ça m'a traumatisé, ils sont comme un fou pour aller dans son bureau. Et vous pensez que c'était à cause de l'accoutrement qu'on les grondait, on leur parlait n'importe comment? Ça m'a donné ça m'a donné une autre idée de donner une valeur à ce qu'on fait. Comment quelqu'un peut sortir de chez lui pour aller dans son bureau qui est son taxi, est comme un fou. Là, ça m'a traumatisé. Et moi, en tant qu'un nouveau entrant dans le taxi, comme on dit bleu, ça m'a traumatisé. Je dis que non, il faut que je relève quelque chose pour montrer notre fonctionnement parce que le taximan est la vitrine d'un pays. Le taximan est le miroir. Quand tu arrives à l'aéroport, il y a l'autorité, il y a le taximan que tu rencontres. Tu vois? Alors, si vous avez des taximans dans un pays bizarre, ça donne l'image de ce pays-là. Très mal. C'est à partir de ce moment que vous décidez Oui, d'élaborer non, ce n'est pas à partir de ce moment. Parce qu'en 2005, c'est donc comme ça que ça me pique la tête. Moi, je portais des habits, chemise, pas chemisette, chemise blanche, pantalon noir, soit avec bretelles, soit avec nez papillons, soit les costumes, c'est ça que je mettais avant. Et j'ai été mercenaire, ce qui m'a énervé de travailler seul parce que je me retrouvais de laver ma voiture. Parce qu'on quand on dit mercenaire, tu travailles à mi-temps. Mi-temps. Ça veut dire que tu remets aujourd'hui à 12 heures, on doit te remettre demain aussi à 12 heures. Ça veut dire que tu travailles avec quelqu'un, tu embellis la voiture et le lendemain, quand il revient, la voiture n'a pas lavé. Et pourtant, tu es propre, la voiture est sale. J'ai décidé de prendre moi-même une voiture qui serait titulaire et seule et entretenir la voiture. Et quand j'ai pris cette voiture, moi-même, je me suis mis, j'ai donné des demandes au Seigneur d'accomplir, de m'aider à atteindre mes objectifs, de faire une différence entre ce que je vois et ce qui va venir. Ce à quoi vous aspirez. Voilà. Donc, j'ai travaillé comme ça au fur et à mesure, mais je portais costume, tout ça. La voiture était propre. Et c'est de 2005, je peux dire fin 2005, j'ai travaillé comme ça là. Au fur et à mesure, les gens entraient dans mon taxi, tout le monde, ça sentait bon. Tout le monde dit que mais c'est que le genre de chauffeur qui est propre. Tu es en train d'aller à une fête. Donc ça veut dire quand on voit un taximan à cette époque-là qui est propre, les gens disent que hey, tu pars où, taximan? Oh, je suis en train d'aller dans mon bureau. Donc du coup, les gens m'appréciaient. Au fur et à mesure, les clients prenaient mon numéro comme les bouts de pain. Et en 2007, il y a un monsieur qui avait aussi pris mon numéro comme ça parce que la voiture était propre. Il s'appelle Jimmy. Il habite à BM Kondengui. Parce qu'il faut le valoriser parce que c'est grâce à lui que j'ai eu ce concept de sa grande sœur. Parce que sa grande sœur était venue en 2005 au pays. Elle venait pour les vacances. Elle a eu à vivre du pire avec les taximans. Ce que je vous expliquais au début, le taximan est sale, la voiture est sale, il y a les cafards, parfois on ouvre la portière avec les fils d'attache. Donc du coup, ça a traumatisé sa sœur. Elle sortait de l'Angleterre. Quand elle est revenue en 2007, elle a donc demandé à son cousin là que Jimmy, est-ce que tu peux me chercher un taximan bien? Il a dit, maman, attends, j'ai un gars là qui est un peu chaud. C'est donc comme ça qu'il m'appelle.
Et quand on a fixé un programme pour aller prendre sa cousine à l'aéroport, on arrive à l'aéroport, on sort au parking, elle demande que mais le chauffeur il est où? Parce qu'elle avait l'habitude de voir toujours des gars bizarres. Elle dit que non, c'est lui, c'est que. Donc c'est lui, il est chaud, hein. C'est pour ça qu'on entre dans la voiture, on l'accompagne dans son appartement. Elle nous dit, revenez demain. Je dis qu'elle ne m'a pas payé. Bon, ok, ça va. Parce que moi, je faisais un travail avec le cœur, pas avec Jean. Pendant son séjour, on fonctionne. Je pique des habits aujourd'hui, la voiture est propre quand je viens demain. Avant qu'elle ne parte, elle demande à son cousin la caméra. Pourquoi tu ne m'as pas cherché Tchotcho aussi depuis? Il dit que maman, non, c'est quand tu es rentré là avant que je le rencontre aussi, comme ça il m'a donné son numéro. Je vous jure qu'avant qu'elle ne parte, elle me payait tout le temps. Mais avant qu'elle ne parte, 3 jours avant qu'elle ne parte, elle me dit, mon fils Tchotcho, je dis oui, maman Céline. Elle me dit, j'ai été traumatisé en 2005. Quand je suis revenu en 2007, j'ai filmé une société de taxi en Angleterre. J'ai dit que le gars que je vais trouver ici, qu'il est propre, je vais lui montrer les photos. S'il adopte ça, tant mieux. C'est comme ça que... Il y avait les appareils qui sortaient avec le zoom là. C'était importé, c'est comme le portable. Il y avait les appareils avec le zoom là. Elle me montre donc les photos des chauffeurs d'une société de transport en Angleterre. Avec képi, comme vous le voyez là, képi, chemise blanche, pantalon noir, chaussures noires. Elle me montre donc. Je dis que ouais, on fait donc seulement pour avoir. Elle dit que non, ça a la carte. C'est comme ça qu'on sort la carte. À Kennedy, on pas lavé. On a lavé 2 photos. Une chemise, la chemise bleu ciel et la chemise blanche. Et je suis resté avec les photos. Elle me dit, mon fils, mon séjour était vraiment bien au Cameroun. J'avais un paquet à te donner. Moi, je pensais que c'était soit c'est un cadeau. Physique. Oui, un cadeau, quoi que ce soit, tout ça. Je dis, elle m'a sorti 500 000. C'est ma première fois de toucher 500 000. Ça m'a traumatisé de merde. Donc, le travail que je fais ici... Vous pouvez me donner 500 000? Ah, c'est un peu bon, là. Qui n'aime pas l'argent? Hein? Quand j'ai donc pris cet argent, je suis rentré à la maison, je me suis regardé dans le miroir comme ça. Et j'ai fait un examen de conscience. Ça veut dire que je me suis agenouillé et j'ai regardé là où je sors, brouette, pousse la moto. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose de plus mieux. 2 semaines quand elle rentre, je prends les photos. Maintenant, je m'avais montré un couturier. Comme ça qu'on sort des tenues. J'avais un frère qui vendait à Mokolo. Il vendait à Mokolo et je lui ai montré la photo comme ça que s'il trouve ça en friperie, parce que les chapeaux, si ça sort en friperie plus. C'est donc comme ça que je prends la tenue, je mets sur moi. Maintenant, j'ai pris un client pour le déposer au niveau de l'hôtel de ville. Il m'appelle. Tu es où? Je dis que non, je suis à l'hôtel de ville, mais trouve-moi à Mokolo. Quand j'arrive à Mokolo, il sort le plastique. Il me dit qu'il faut que je lui donne la bière. Je dis que c'est un problème de bière. J'ai sorti l'argent, je l'ai donné qu'il boit parce qu'ils étaient en groupe là. J'ai donné l'argent, il m'a donné le chapeau. Comme j'ai fonctionné, comme j'étais comme ça n'avait pas le charisme, non. Maintenant, quand il m'a donné dans le chapeau, j'ai pris le chapeau. Quand j'ai remis, ça a donné un autre charisme. Quand je tourne dans la voiture, une jeune fille me stoppe. Monsieur, est-ce que vous êtes policier ou bien, je ne sais pas, vous êtes de quoi? Je dis que maman, je suis un simple taximan qui essaie de valoriser le métier de taxi. Ah! Gars, alors là-bas, j'ai garé. De 10h, elle m'a libéré à 3h du matin. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais vu un taximan propre, bien vêtu, comme un pilote. Alors, vous êtes initiateur d'un concept, vous-même vous l'avez dit. Aujourd'hui, quand on vous le dit, qu'est-ce que vous ressentez? Non, je ne peux que ressentir le bonheur. Le bonheur d'impacter mes camarades. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'à travers ça, j'ai été sollicité au syndicat.
que je fais partie des présidents, mais je ne suis pas président national. D'accord. Je fais partie des présidents dans mon syndicat qui est le Syncrépicam. Je salue d'ailleurs le président Augustin Gangwa qui a compris que à travers de voir les jeunes autour de lui qui réfléchissent 1000 à l'heure, comme moi, parce qu'en réalité, moi, je ne suis pas fréquenté, mais ce qui est ici, là, laissez. Ça dépasse même celui qui a le doctorat. Du coup, je suis fier parce que quand je suis arrivé au syndicat, en 2000, après la grève de 2008, je suis arrivé au syndicat quand j'étais sollicité en 2011. Première année de la fête du travail, je vois un défilé avec les polos. Je dis que non, on arrête ça. Parce qu'au départ, cette tenue-ci, dans la station où est-ce que j'ai exercé pendant longtemps, j'ai voulu que les gens de ma station qui mettent ce genre de tenue pour faire la différence avec d'autres taximans. Papa, les taximans m'ont insulté. Ils m'ont insulté, ils m'ont découragé à un moment donné que si je ne voulais que comprendre les bouches de mes collègues, taximans, autres personnes, non, c'est que vous ne m'avez pas invité ici. C'est que je ne vous connais pas. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je suis fier parce que j'ai apporté la tenue au syndicat et chaque 1er mai, on défile. Et ce qui m'a un peu dérangé, parce que chaque 1er mai, on défilait, j'ai déposé des tenues, on défile. Et puis, les taximans rentrent à la maison, ils mettent des tenues comme si ils ne veulent pas sortir dehors pour travailler avec cette même tenue-là, pour impacter encore plus. J'ai dit non. Il faudrait que vous mettiez la tenue-là tous les jours pour plus impacter, parce que moi, le jour que tu ne vas pas me voir sans tenue, c'est... Mais j'ai une question tout de même. Oui. Est-ce le fait d'être propriétaire du concept, disons-le comme ça, plus les taximans mettent cette tenue, est-ce que vous gagnez quelque chose en plus? Je ne gagne pas... Je ne suis pas riche humainement. En argent? Je ne suis pas riche en billets de banque. Je suis riche humainement, madame. Ok. Oui. Vous êtes venu avec un concept nouveau, une belle tenue. Est-ce que le branding que vous avez aujourd'hui impacte la tarification? Oui, déjà, vous savez aussi que entre le vrac, si je peux dire, oui, il faut le dire, entre le vrac et le vrai, il y a toujours une petite différence parce que on prend le temps. Par exemple, il y a combien de taximans qui lavent les habits au pressing? Pas beaucoup en tout cas. C'est la question que je vais vous mettre. Du coup, quand tu prends le temps de laver les habits au pressing, déjà, le pressing qui n'est pas aussi, qui ne va pas te dire que parce que tu es taximan, non, tu as ton prix, non. Tout le monde est au prix au pressing. Il n'y a pas question de que tu es... Donc, du coup, quand tu prends le temps de nettoyer ta voiture, parce qu'il y a des produits qu'il faut laver la voiture avec. S'il y a des cafards, s'il y a des moumous, parce que on porte des gens. Et chacun de nous a des pots, il y a des pots différents. Tu peux porter quelqu'un et que si tu n'entretiens pas les chaises de la voiture, parfois sa peau commence à se gratter. Il va se poser la question comment? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce que... Mais en réalité, c'est dans le pourri taxi que tu es entré là, que tu as eu des mouvements, que tu as eu des... Oui, c'est vrai, mais vous ne connaissez pas. Je vois certains de mes collègues taximans porter des zèbres pour aller donner au bœuf et tout dit. Ah, bah là-bas, toi là-bas. Vous n'avez pas encore vu ça, madame? Non, dites-moi quoi. Ils portent carrément les zèbres. Comment vous pouvez porter des zèbres dans la voiture que vous portez des usagers dedans? Bon, maintenant que vous faites la différence avec votre tenue, la propriété de votre taxi, je veux savoir s'il y a une différence dans les prix. Non, il y a une différence. C'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure qu'il y a tout un entretien des chaises et tout ce qui va avec, mais qui n'est pas extravagant, tu vois, qui a un prix passable pour que tout le monde puisse nous emprunter. Passable, c'est combien, par exemple? Non, ça dépend. Une pousse. Une pousse L'heure. dépend. L'heure. Oui. Ou un dépôt dépend de là où tu pars. Il y a des courses par moment qu'il faut spécifier. Pourquoi? Parce que d'une distance à une autre, ça c'est pris. D'une distance à une autre, ça c'est pris. Par exemple, tu peux prendre quelqu'un pour 1 heure. Après, tu te retrouves à Obala avec lui. Après, tu dis que c'est la course. Non.
Tu vas donner la voiture à quelqu'un comme ça, il va aller travailler comme ça, il va venir t'apporter. Tu vas l'appeler malhonnête. Il va rien t'apporter. Et tu vas dire que le chauffeur est malhonnête. Mais c'est parce qu'il ne connaît pas travailler. Est-ce que Joshua de la capitale est propriétaire de plusieurs taxis à Yaoundé? Wow, bonne question. Oui, mais c'est un parcours. Il faut passer, il ne faut pas que les gens voient l'émission. Ils pensent que c'est de 3 jours, de 6 mois, de 4 mois, de 5 ans. Machin. J'ai 21 ans de taxi à Yaoundé. Donc, s'il faudrait faire un jubilé, je pense que je vais vous inviter, madame. Je serais ravie d'être là. Ouais. Donc, je suis quand même propriétaire de plusieurs taxis. Et que je souhaite aussi avoir toujours des partenaires ou bien de venir me soutenir. Ça dépendra du soutien de tout un chacun. Donc, voilà. Vous avez évité la question, hein. Le dépôt chez vous, par exemple, le prix du dépôt chez vous. Je vous ai parlé parce que en réalité, le dépôt chez nous dépend de la distance où est-ce que tu pars. Par exemple. Oui, donnez-nous une distance. Bon, par exemple, les dépôts commencent à partir de chez nous, dans le groupe à 3 000. D'accord. 3 000. Maintenant, ça dépend de là où tu pars que ça s'augmente. OK. Et l'heure commence chez nous à partir de 5 000. Maintenant, ça dépend de ce que le client a besoin, du service qu'il a besoin, que ça s'augmente. Ce qui m'amène directement à vous demander, est-ce que le taxi nourrit bien son homme? En réalité, au Cameroun, je pense que il faut, tout ce que je peux dire, il faut être un bon jongleur. Ouais, un bon jongleur parce que nous avons des plateformes qui ne payent aucun taxe, mais qui viennent faire le même métier que vous. C'est décourageant. On a le même. Il y a un type de transport qui est là-dedans, que vous touchez, que nous, toi et moi, nous connaissons, qui ne paye aucun taxe à l'État, mais qui exerce le métier de taxi. Je pense qu'à un moment donné, comment est-ce que le taximan va être fier, va avoir aussi le sourire, comme chez les autres personnes qui y travaillent et qui se sentent bien. Donc, je ne pense pas qu'au Cameroun, on jongle. OK, mais vous jonglez bien. Vous jonglez bien. Mais il faut savoir jongler, c'est le sens que je parle. Parce que, en réalité, je ne peux pas dire que... Je ne peux pas venir dire aux gens que non, ça donne. Pourtant, nous avons un facteur qui nous nuit et qui ne paie aucune taxe. Et nous, les taximans, nous payons des taxes. Est-ce que ça veut dire que... C'est le métier qu'on a toujours décréé. On a toujours décréé le métier de transport clandestin. Nous avons des revendications qu'on a posées au ministère du Transport, mais rien n'a jamais changé. On fait comment? Nous sommes des syndicalistes, nous n'avons pas sorti des armes, ou bien des couteaux, ou bien des armes blanches, ou quoi que ce soit. Nos armes sont les revendications qu'on pose au ministère. Et que le ministère voit comment il va faire pour que le taximan puisse être à l'aise. Est-ce que vous conseilleriez à un jeune de faire le taxi? Pourquoi pas? Je les sensibilise tous les jeunes, tous les jours, parce que dans la vie, on dit souvent que ce n'est pas tout le monde qui part en bain, qui réussit. Et ce n'est pas tout le monde qui quitte du village, qui arrive en ville, qui réussit. Tu vois? J'exhorte tous les jeunes qui me voient dans la rue, qui apprécient ce que je fais. D'ailleurs, j'ai plusieurs jeunes que j'encadre, qu'on a pris ensemble. Centre commercial Plis, parce que, excusez-moi pour la publicité, ben c'est parce qu'eux aussi, ils ont vu le concept, ils nous ont fait appel. Donc, nous, à notre niveau, nous partons aussi avec d'assurer la sécurité des clients à Carrefour Market Plis, afin de parler des sports. Donc, tout jeune qui vient vers moi pour pouvoir être comme moi, je ne peux que tirer la main. Bon, maintenant, ça dépendra de lui, parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la discipline, la loyauté, être vrai. Mais si tu n'es pas ça, à un moment donné, moi, je ne peux pas te suivre parce que je sors de loi. Je profite
de cette émission pour vous dire merci justement pour ce que vous faites pour ces jeunes, parce que vous permettez à plusieurs d'avoir leur pain quotidien et de gagner dignement leur vie. Vous avez dit tout à l'heure dans vos propos que quand vous aviez commencé à arborer cette tenue, vous avez reçu beaucoup d'insultes. Pouvons-nous avoir des exemples concrets ou des moqueries venant des chauffeurs de taxi? Parfois, il y a des gens qui me voyaient parfois parce que quand je sors de la maison avant d'arriver à la garderie pour récupérer la voiture parce que tu as rendez-vous avec un client. Quand tu marches en route, les gens disent faux, tu crois que tu vas aller où avec ça? Oh, on va t'arrêter. Tu es même déjà devenu quoi comme ça? C'est comme dire qu'il faut que tu mets dans le taxi comme ça. En fait, tu avais des intrigues. Si tu ne t'abstiens pas, tu vas te retrouver en train de bagarrer avec quelqu'un. Mais quand quelqu'un me parlait, je dis seulement que merci, parce que moi, j'ai un objectif à atteindre. Et si vous avez un message à leur passer aujourd'hui là, à toutes ces personnes qui se moquaient, ce serait lequel? Regardez la caméra. C'est pas fait normal. Et c'est la même chose. C'est la même chose que si j'ai un message à leur passer, comme je l'ai tantôt dit. Mes frères, mes sœurs, il faut jamais voir quelqu'un en train de préparer un concept ou bien de faire son métier dignement sans toutefois nuire autrui et vous venez le jeter n'importe quel genre de paroles, l'insulter, tout ce qui va avec. Chaque métier que vous exercez dans la vie, ne vous laissez pas distraire avec des gens qui n'ont rien à voir avec vous. Tant que tu regardes dans le miroir et que tu te regardes, que tu ne te reproches de rien, mon frère, fonce. C'est tout ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que la clientèle apprécie le plus chez Tchotcho de la capitale? Ah oui, la clientèle, ce que la clientèle apprécie chez Tchotcho de la capitale, c'est d'abord la ponctualité, l'heure. Parce qu'après l'heure, ce n'est plus l'heure. Oui, parce que je fonctionne avec plein de personnes, ils ont des business. Et puis, quand il te dit de venir, par exemple, à 10 heures, moi, j'ai fait le maximum d'arriver là à 9h30 ou 9h45. Et je fais signe à la personne que je suis déjà là. Donc, ça dépend maintenant du client. C'est ça, le premier objectif, de m'apprécier. Et le client m'apprécie par rapport aussi à la propreté, tenue vestimentaire. Parfois, je me retrouve en train d'être le protocole chauffeur. Vous voyez un peu le charisme que je... Le charisme que oui, vous parce que déjà, je suis bien vêtu. Maintenant, parfois, le client a envie que je porte sa mallette ou bien j'arrête son sac ou bien même je viens avec lui parce que le charisme, déjà, ça rassure le client. Voilà, en quelque sorte, ce que le client aime. Numéro 3, le client aime... Ce qu'ils aiment sur moi, c'est la sécurité. Parce que je pense que j'ai eu à rembourser, je ne peux pas compter, les téléphones, l'argent. Or, nous connaissons comment est-ce que les taximans fuient avec les sacs des gens. Hein? Les taximans fuient parfois avec les argents des gens. Donc, du coup, je ne peux pas te... Il y a plein de choses que les clients vont même témoigner que j'ai déjà eu à rembourser, surtout de l'argent, grosse somme, que je peux faire un peu taire parce que les gens vont me dire que je suis fou, mais je suis fou et bien parce que j'ai ma moralité est tranquille, ma conscience est tranquille. Tu vois un peu. Sachant que le taxi est votre bureau et que chaque bureau a ses règles, quelles sont celles que chaque client devrait respecter dans le vôtre? Déjà, le client doit me respecter parce que je pense que toute personne, tout transporteur, parfois il y a des clients qui ne respectent pas les transporteurs, les taximans, mais il faudrait dire que le client respecte le taximan parce que c'est quelqu'un qui a ta vie en main, déjà. Et c'est aussi, il faudrait que le client respecte les règles de la voiture à laquelle il monte. Par exemple, chez moi, quand le client monte chez moi, Tchotcho de la capitale, je laisse dès qu'il entre, il y a les mots de bienvenue, monsieur tel, et bienvenue à bord de Tchotcho de la capitale. Est-ce que vous pouvez introduire votre ceinture de sécurité? C'est ça. Ça, c'est les règles.
Et deuxièmement, monsieur, est-ce que vous écoutez quel style de musique? Parce que chez moi, vous avez tout type de musique chez moi. Et qui permet, selon le trajet du client, des divertissements par le client. Nous avons des jus, nous avons une bouteille de jus. Oh. Oui, une bouteille d'eau que je donne aux clients. C'est ça qui fait la particularité du VIP. Et c'est ça que je vous parlais tout à l'heure, que le prix change un peu. Donc voilà, en quelque sorte. Et nous, qu'est-ce qu'on doit respecter comme règle? On ne mange pas dans le véhicule, Quelles sont les règles que le client... Oui, tout à fait normal. Il y a des choses qu'on ne mange pas, comme le pain, les trucs qui vont laisser les miettes dans la voiture. Pourtant, il y a les trucs que tu peux manger dans la voiture, ça ne laisse pas les miettes. Parce que les miettes que vous laissez là, ça attire des cafards dans la voiture. Après tout ce parcours, quitter du village, arriver ici, devenir promoteur d'un concept porteur, est-ce que vous pensez que l'enfant que vous étiez est fier de vous aujourd'hui, ou alors aurait voulu que vous fassiez, que vous accomplissiez plus? Non, en réalité, je suis un enfant qui n'a pas les longs yeux. Qui n'a pas les longs yeux. Je remercie le bon Dieu pour le peu qu'il m'a déjà donné maintenant. Et je prie toujours que Dieu m'apporte toujours ce qui est bon. Et il enlève ce qui est mauvais sur mon chemin. Parce que je ne suis pas un jeune qui est envieux, je ne suis pas un jeune qui est dans la concurrence avec qui que ce soit. Donc, je suis un jeune qui apprend aussi tous les jours comme les autres. Vous avez commencé à citer quelques difficultés dans vos propos au préalable, mais j'aimerais savoir quelles sont les difficultés concrètes que vous avez dans le domaine du transport. Parfois, ce qui est traumatisant, c'est que quand tu prends quelqu'un, peut-être pour la course, et tu arrives devant une structure, ou bien devant une structure d'État, une société d'État, ou bien une société privée, tu arrives là, on te dit que le taxi n'en va. Ça te réduit jusqu'en bas. Et pourtant, tu as comme je venais de le parler, tu as des plateformes qui ne payent aucun papier, mais qui exercent votre métier, plus que vous, on le laisse entrer. Tu vois certaines voitures, parfois c'est déjà très vieille, et que pour vous, vous avez une voiture de haute qualité, mais tu arrives quelque part, on te dit que tu n'entres pas, et tu vois une vieille voiture venir comme ça, il entre. Bon, avec le client qui est dans la voiture, ça démoralise. Voilà les premiers facteurs de problème qu'on a. Que l'État essaie de revoir dans le fonctionnement des taxis, parce que parmi tous les taximans, dans un sac, par exemple, il y a un proverbe qui dit, dans un sac de maïs, il y a les grains, ce n'est pas tous les grains qui sont pourris. Il y a les grains qui sont bien. Et du tout, avec le travail qu'on continue à impacter les jeunes, de promouvoir notre secteur d'activité, on ne se voit pas se voir aujourd'hui en train d'arriver dans une structure. On vous empêche d'entrer. On t'empêche d'entrer. Vous pensez que... Et puis, ça décourage beaucoup de personnes à ne pas entrer dans le taxi. Et ça encourage les clandestins. Les clandestins, tout le temps qu'ils ne payent aucun taxe d'État. Vous voyez un peu. Donc, la contrefaçon est venue tuer la méritocratie au Cameroun. C'est ce qui m'amène justement... Oui, c'est ça qui énerve. Et c'est ça qui démoralise totalement. Et deuxième point, quand un taximan a un problème sur la voie publique, soit avec une autorité, parfois on n'écoute pas le taximan, mais on le prend, on le jette seulement. Donc du coup, quand vous regardez la société, à un moment donné, c'est pour ça que vous devez dire ici que si un taximan a un problème, essayez d'écouter le taximan. Parfois, est-ce que vous savez que je n'encourage pas le vol, mais je sais qu'il y a certains taximans qui agressent avec les passagers. Comme il y a certains passagers qui viennent entrer dans le taxi et ils soutient, on croit qu'ils sont complices avec le taximan. Ah oui. Donc, il faut écouter le taximan. C'est très important. Alors, Tchotcho de la capitale, de la brouette au pouce, du pouce à la moto et de la moto au taxi. Quelle est la prochaine étape? Je veux seulement que la société grandisse, qu'à travers votre émission, qu'on a des partenaires,
C'est ça, l'objectif d'un transporteur. Il rêve avoir une agence de voyage. Il rêve avoir une agence, une très très bonne agence de taxi, ce qui va beaucoup servir les Camerounais, pour que les Camerounais ne puissent plus souffrir. C'est l'objectif d'un transporteur. Pourquoi pas l'avion? Il faut rêver grand. On vous souhaite ardemment d'atteindre tous vos objectifs. Tout à fait. Avec tout votre parcours, votre histoire, où vous avez dû vous battre encore et encore, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez remercier particulièrement? Quelqu'un qui a été le déclic, qui a permis à ce que votre vie bascule positivement? Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier? Je remercie ma maman qui m'a mis au monde, qui s'appelle Tokam Thérèse. Elle est à Balin. Merci, Maman Thérèse. Voilà, je la remercie infiniment. Et je suis fier de toi, maman, pour tout ce que tu as fait pour moi. Et je remercie mon ami qui m'a amené à Yaoundé, qui s'appelle Kandem Djuri. Je remercie mon frère Constantin Portman de Villeneuve, qui m'a tiré la main sur la moto et dans le taxi. Et aujourd'hui, lui aussi, il est toujours dans le taxi. Donc, je lui remercie. Et je remercie un grand frère à moi. Je lui rends hommage parce qu'il ne vit plus. Qui s'appelle Martinez Zogo. C'est l'une des personnes qui a vu ce concept depuis 2007 et a décidé dans ses émissions de me donner la valeur. Vraiment, dans ses émissions, il ne manquait pas d'appeler Tchotcho de la capitale et tout ce qui était aussi derrière moi, de nous valoriser parce qu'à un moment donné, on n'avait jamais eu un tel concept en taxi urbain au Cameroun. Et grand frère, merci beaucoup. Quel qu'en soit là où tu te retrouves aujourd'hui, je suis fier de toi. Grâce à ce que tu as fait en sorte que je sois d'abord connu dans la ville de Yaoundé et même au-delà de la ville de Yaoundé. Je dis merci beaucoup à la personne qui a mis le plafond, et il continue toujours d'aider les jeunes. Moustique le charismatique. C'est quelqu'un de bien. Grand frère, continue comme ça à encourager les jeunes dans leurs différents secteurs d'activité. Tu es quelqu'un de bien, Moussi, le charismatique. Que les mauvaises personnes ne viennent pas te changer. Reste comme tu es grand. Tu es unique à ton genre. C'est ton fils Tchotcho de la capitale. Non. Que le Seigneur te garde. C'est tellement bon. Merci, grand frère. Reste comme tu es. Alors, nous allons à la fin de cet échange. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui vient d'une famille défavorisée et qui pense qu'il n'est pas destiné à accomplir de grandes choses? Le conseil que je pourrais donner à chaque jeune, et surtout dans les familles défavorisées, comme tu viens de le dire, quand on a ses 2 pieds et on a ses 2 mains, on a ses 10 doigts, mon frère, quel qu'en soit ce que tu fais, il faut bosser sans compter sur les gens. Il faut compter sur toi-même. Le deuxième, Dieu, c'est ton travail. Ça veut dire que quel qu'en soit ce que tu exerces, il faut développer. Il faut aimer ce que tu fais. Il faut le faire avec amour et passion. Donc, la vraie magie, c'est le travail. À part ça, on ne va pas vous mentir qu'il faut aller chez un marabout, il faut aller... On ne refuse pas que si vous avez vos coutumes à faire au village, allez faire. Si vous avez l'église à faire, allez faire. Non, il ne faut pas, on n'oublie pas là où on sort. Moi, je n'oublie pas là où je sors. Je suis de l'Ouest, je suis Bamileke, je suis Valin. Ça veut dire donc que s'il faut aller sur la tombe de mon père pour m'agenouiller devant sa tombe, pour demander les bénédictions chez lui, je vais aller demander. Hein? Pour qu'il puisse bien me protéger parce que je suis de l'Ouest. Bon, malheur à ceux qui ne parlent pas, qui ont abandonné la tombe de leur père et qui pensent qu'en ville, ils vont s'envoler. Non. Si tu oublies, j'ai dit tout à l'heure que si tu oublies là où tu sors, c'est que tu ne connais pas là où tu vas. Donc, voilà en quelque sorte. Nous retenons de vos paroles que peu importe ce que l'on décide de faire dans la vie,
on devrait bien le faire, mettre beaucoup d'abnégation et surtout apporter toujours la petite touche qui fait la différence. Alors, Jojo de la capitale, merci d'être passé sur ce plateau de Right to Myself. Je dis beaucoup merci aux téléspectateurs qui ont écouté, que ça n'entre pas dans les oreilles des sourds. Mais si vous avez écouté et que vous pouvez aussi partager cette expérience à travers vos proches, à travers vos petits frères, ça nous fera plaisir de ne pas passer inaperçu. Et moi, particulièrement, j'ai ma page Facebook qui est Chocho de la capitale. Et aussi, mon numéro c'est le 699 71 69 09 pour nous contacter parce que nous avons besoin des clients aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas l'argent? Oui. Parce que je ne m'appelle plus l'argent. Mungue, c'est... Tu as dit Mungue Diamant? La fortune. Voilà, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Donc, merci beaucoup infiniment de m'avoir invité sur votre plateau. Ça a été... Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à destination. Nous espérons que le voyage aura été agréable pour vous. C'est ici que s'achève ce nouvel épisode de Right to Myself. Enlève la ceinture alors. Parce que quand tu tu enlèves la ceinture. Là, ça te permet de descendre normalement. Parce que quand tu es entré, tu avais mis la ceinture, non? J'enlève la ceinture. Voilà. C'était la fortune Mungue, la voie du bonheur.